riche de partout. Tous nos pays, il y a pratiquement des millions de personnes qui sont connectées, qui utilisent l'outil Internet et qui vont vraiment dans le sens d'échanger. Ce genre d'informations, on échange très souvent, on a vraiment des échanges qui ne sont pas dans les standards, disons, de cohésion, mais également qui créent un peu le désordre dans telle ou telle situation. Donc, le RESPECO se réjouit de cette initiative et salue la vision et disons, les actions posées par Partners depuis pratiquement 4 ans par rapport au projet Sentinelle et qui constituent des éléments de cohésion au sein de la CEDEAO, mais surtout de mieux comprendre comment nous allons participer ou bien comment nous allons travailler ensemble pour aller dans une stabilité régionale, surtout en mettant en avant la promotion des droits des femmes, la sécurité et la stabilité. Donc, le respect se réjouit de cette initiative et remercie vraiment Partners et montre sa disponibilité à continuer à travailler dans cette dynamique avec les communautés à la base, surtout pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Au nom de Mme Diago Gagné. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima, pour ce mot de bienvenue. Nos remerciements également à Madame la Présidente du réseau pour son engagement et pour la qualité de la collaboration. Alors, tour à tour, dans quelques instants, nous allons laisser la parole à M. Madaour Sylla, qui va nous parler de l'état des lieux et de l'évolution du cadre juridique et institutionnel relativement à l'utilisation des réseaux sociaux au niveau national et régional. À sa suite, M. Adam Mosso, journaliste, viendra nous parler des réseaux sociaux, aspects positifs et négatifs, avant de boucler par Mme Fanta Diallo, cyberactiviste, qui parlera des réseaux sociaux, émergence, profil, source, profil des auteurs victimes de cyberharcèlement, avant maintenant de boucler par des discussions et terminer par des recommandations et faire une belle chute en remettant la parole à Partners West Africa et à la plateforme des femmes du G5 Sahel pour la clôture de la rencontre. Permettez juste que je fasse un petit rappel des objectifs de cette rencontre. L'objectif est donc de créer un cadre d'échange entre acteurs, parties prenantes et défenseurs des droits des femmes. Faire un état des lieux, identifier les bonnes pratiques et définir et défis sur l'utilisation de la participation des femmes dans l'environnement numérique. Faire un état des lieux du cadre juridique, notamment sur l'utilisation et la protection des données personnelles. Explorer des opportunités de définition de stratégies de plaidoyer au niveau national, régional en faveur des droits des femmes, formuler des recommandations, produire des notes d'information relativement aux formes de violence et de harcèlement en ligne, sensibiliser les participants aux différentes formes de cyberviolence à l'encontre des femmes et à leurs conséquences sur les victimes et la société en général. Voilà globalement. L'idée également sera d'encourager la participation des femmes au débat et à la prise de décision sur les politiques liées à la sécurité en ligne. Ce qui est un problème vraiment, si on sait qu'aujourd'hui, selon Hootsuite and We Are Social, en 2022, l'Afrique représente 17% des internautes dans le monde, soit 859 millions d'internautes. Et il peut arriver des fois que l'opinion ne soit pas assez préparée ou que les utilisateurs même, du fait d'un certain nombre de facteurs très objectifs liés à l'illettrisme, etc. En réalité, les défis de l'utilisation sont énormes. Et des fois, il peut arriver vraiment que, du fait d'une impréparation, on verse dans un certain nombre de déviances dans l'utilisation de ces réseaux sociaux et qui peut avoir un impact très négatif sur les rapports sociaux, sur l'épanouissement des citoyens, etc., etc. Voici donc la pertinence
de cette rencontre. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à M. Madaour Sylla, qui nous fera l'état des lieux et qui nous présentera l'évolution du cadre juridique institutionnel sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau régional et national. M. Madaour Sylla est juriste conseil et diplômé en droit public international, option études et pratiques des relations internationales, mention défense et sécurité. Il a été stagiaire à l'état-major des armées et junior follow chercheur à l'ISS. Actuellement, il est doctorant chercheur en droit public, formation gouvernance au laboratoire CERAG, chargé de cours en sciences juridiques et politiques et droit légal à l'Université virtuelle du Sahel, chargé de cours à l'école de droit de l'ISM Thiès, sur énormément de problématiques. Voilà, expert conférencier au Polaris en 2022 à l'ISM Thiès, qui a travaillé sur la campagne cybercriminalité et insertion des femmes avec la thématique numérique comme objet et moyen de cybercriminalité. Voilà donc le parcours assez riche de M. Sylla, à qui nous laissons la parole pour 10 minutes de présentation sur l'état des lieux et évolution du cadre juridique et institutionnel sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau national et régional. M. Sylla, c'est avec grand plaisir que nous laissons la parole. Merci, M. Seck. Le plaisir est partagé. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que M. Seck, dans l'introduction, a campé les termes du débat. Ça va nous permettre de faire rapidement une transition sur le contexte d'étude de ce sujet avec l'appui de ceux qui vont gérer un peu la logistique. Nous sommes dans un contexte, ce qu'on peut appeler un contexte de paradoxe. Pourquoi on l'appelle contexte de paradoxe? Parce que tout simplement, on est dans l'ère à la fois de vouloir tout partager, mais nous aspirons à une certaine protection, une certaine intimité. Ce paradoxe-là, de la difficile conciliation entre la vie publique et la vie privée, de la difficile conciliation entre le partage et la conservation des données à caractère personnel. Mais la première problématique lorsqu'on parle de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de faire un focus sur ce qu'on peut appeler la vie privée. De quoi il s'agit? Et malheureusement, il n'y a pas une définition légale exacte de la vie privée en droit, surtout en droit sénégalais. Il y a deux conceptions de la vie privée qui peuvent être conceptualisées au contact du numérique. La première conception, c'est quoi? Le secret de la vie privée. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? La protection contre toute révélation d'un élément de la vie intime d'un individu. La deuxième, c'est quoi? La liberté de la vie privée. Qu'est-ce que cela veut dire? La liberté de se comporter comme on l'entend dans cette partie de la vie privée. Ce que nous avons constaté, surtout dans nos sociétés sénégalaises et africaines, c'est cette difficile mise en œuvre de l'intimité de la vie privée. La problématique de la liberté, de l'organisation de la vie privée de l'individu. Et aussi l'extension du champ d'application de l'ordre public. Est-ce un espace public uniquement ou à la fois un espace public et privé? Pourquoi je fais cette introduction sur le contexte de paradoxe? C'est juste pour nous inviter à réfléchir un peu sur cette notion de ce qu'on peut appeler des données à caractère personnel. Parce que lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, on expose à la fois nos données à caractère personnel. Que notre loi définit comme étant toute information relative à une personne identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou plusieurs éléments d'identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. Ce que nous constatons dans ce contexte-là, c'est que le numérique est devenu une aubaine pour la commission d'infractions pour les
délinquants. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que dans le cyberespace, dans l'utilisation de l'environnement des réseaux sociaux, une problématique de la protection, aussi de la protection des données à caractère personnel. Nous avons, du point de vue du droit, deux types d'infractions qui peuvent être commises à travers le numérique. C'est à partir de là qu'on peut dire que le numérique est un objet et un moyen de cybercriminalité. Les infractions liées au système d'information de traitement automatisé des données et les infractions qu'on peut appeler de type classique, traditionnel, mais qui ont pu soit été évoluées ou facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et l'atteinte à la vie privée, par l'informatique, fait partie de ces catégories d'infractions. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'utilisation des numériques pour des agissements malveillants sous l'honneur et la réputation de la personne, soit par la diffusion d'une conversation privée, de messages électroniques, de publications sur Internet et dans les réseaux sociaux, un individu enregistré, filmé, photographié dans ses activités privées et intimes sans son consentement. L'autre problématique que nous avons encore, c'est qu'il n'y a pas de définition, malheureusement, légale de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, généralement, est défini à travers une infraction classique qu'on peut appeler harcèlement, ou à travers une autre infraction de cybercriminalité. Donc, l'autre problématique que nous avons aussi en droit, c'est qu'il n'y a pas encore de définition légale en droit sénégalais de cyberharcèlement. Donc, on constate ce qu'on peut appeler une absence de définition légale du cyberharcèlement en droit sénégalais. Et généralement, cette vide juridique est un peu transversale, presque dans toutes les législations sous-régionales et régionales africaines. Mais on peut se focaliser sur une définition globale qui a été proposée comme étant une forme de harcèlement conduite par divers canaux numériques. Et à partir de cette définition, certes générale et vague, on peut avoir deux éléments. Les aspects du cyberharcèlement et les manifestations du cyberharcèlement. Du point de vue des aspects du cyberharcèlement, dire qu'il s'agit d'utiliser des technologies d'information de la communication pour porter délibérément atteinte à un individu de manière répétée dans le temps. C'est une notion qu'on peut bien comprendre. Porter atteinte délibérément à un individu de manière répétée dans le temps, ce qui est lié à l'infraction classique d'harcèlement. Ou bien c'est une forme d'agression qui se caractérise par la réception non désirée et répétée de messages par SMS ou sur Internet. Et parmi ces manifestations, on peut voir le cyberharcèlement comme étant une forme d'humiliation, de moquerie, d'injure ou de la diffamation, forme de crédit, d'intimidation, de l'usurpation d'identité, de menaces physiques ou de prise de contact de manière insistante. C'est face à ces problématiques, la récurrence de ces atteintes à la vie privée à l'ère du numérique, qui a suscité une inquiétude, et l'urgence était le renforcement de la protection de la vie privée à travers une approche juridique et institutionnelle. Pour l'approche juridique, il y a ce qu'on appelle un cadre juridique de protection de la vie privée. D'abord au niveau universel, avec la Déclaration des droits de l'homme de 1948 dans son article 12 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1967 dans son article 17. Et les deux articles combinés parlent de ce qu'on peut appeler ici la protection de la vie privée, l'intimité de la vie privée. Que toute personne a le droit de la protection de la loi contre des immixtions ou des atteintes sur sa vie privée. Au niveau universel d'abord. Toujours au niveau universel, il y a
dans le cadre des Nations Unies, la résolution 68-167, une résolution très pertinente qui a élevé au rang de droit fondamental le droit à la vie privée à l'ère du numérique. D'un principe directeur des Nations Unies, surtout de 1990, dans le cadre des principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel. Il y a des documents aussi, des références très pertinentes au niveau européen, notamment la Convention 108 de 1981 et la Directive 95-46 de 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Au niveau africain, il y a des références très pertinentes. La Convention de Malabo de 2014 ratifiée par le Sénégal en 2016. Au niveau de l'UEMOA, notamment le règlement numéro 15 de 2002. Au niveau de la CEDEAO, il y a plusieurs instruments qui ont été adoptés, partant des actes additionnels de 2007 sur l'harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur de technologie de l'information et de la communication, l'acte additionnel de 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel, l'acte additionnel de 2010 toujours, 16 février 2010, sur les transactions électroniques, et la directive de 2011 portant sur la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. Au niveau national, il y a un renforcement du cadre légal, non seulement avec la Constitution, qui reprend les articles 12 et 17 des précédentes déclarations qu'on vient de citer, à travers l'article 13 qui consacre l'inviolabilité du secret des correspondances électroniques, l'article 16 qui consacre l'inviolabilité du domicile. Et en 2008, c'était le contexte de l'innovation avec l'adoption de plus de 5 lois portant sur l'orientation sur la société d'information, sur la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel, la transaction électronique portant sur la cryptologie, et en 2008, le code des télécommunications. À côté du renforcement du dispositif légal, il y a le renforcement de la sanction pénale à travers la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 portant code pénal qui sanctionne les atteintes au droit à la vie privée, au contact du numérique. À côté du dispositif légal, il y a un cadre institutionnel qui a été mis en place. D'abord au niveau africain, avec le réseau africain des autorités de protection des données à caractère personnel, qui est non seulement un réseau de coopération et de collaboration entre les autorités, un cadre d'appui aux États, aussi un cadre de mise en place progressive des autorités de protection des données à caractère personnel. Et il y a un cadre stratégique de l'Union africaine en matière de données à caractère personnel, qui est un cadre institutionnel de gouvernance des données. Au niveau national, il y a un cadre institutionnel très innovant avec la Commission de protection des données à caractère personnel, dont la spécificité est d'être une autorité administrative indépendante, mais qui a 3 missions principales. Une mission de veille, de sensibilisation, de conseil et de proposition, une mission d'instruction des dossiers et une mission de contrôle d'investigation. Voilà en quelque sorte l'architecture à la fois juridique et institutionnelle qui a été mise en place à l'aune de la récurrence de la violation du droit à la vie privée, au contact du numérique, et dont l'infraction la plus récurrente est le cyberharcèlement. Au niveau national toujours, la CDP travaille avec plusieurs entités, dont notamment la division des investigations criminelles pour l'instruction et les investigations des dossiers, avec l'école supérieure multinationale des télécommunications dans le cadre de renforcement des capacités, avec le Comité sénégalais des droits de l'homme dans le cadre plaidoirie, mais aussi pour une collaboration en vue de respect des engagements internationaux, parce que c'est 2 entités qui ont la même mission. Avec l'Union des radios associatives et communautaires pour la vulgarisation et la promotion et la sensibilisation de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Avec beaucoup d'entités aujourd'hui qui constituent l'épine dorsale institutionnelle au niveau national
pour la protection des données à caractère personnel et la lutte contre le cyberharcèlement. On va essayer de camper le débat et de faire une transition sur ce qu'il faut faire en cas de cyberharcèlement, dans une perspective de recommandation. D'abord, en cas de cyberharcèlement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de recueillir les preuves, sauvegarder tous les messages reçus, signaler les abus. Ça peut être signalement d'un ou plusieurs individus malveillants responsables du site pour bloquer les profils et des comptes des agresseurs, exercer son droit d'opposition auprès des responsables de ces sites concernés. Si vous n'avez pas obtenu gain de cause, vous pouvez saisir la commission de protection des données à caractère personnel. Toujours, si vous n'avez pas obtenu gain de cause, vous pouvez déclencher la poursuite pénale des auteurs des infractions correspondant au cyberharcèlement. Et dans ce cas-là, il va y avoir l'application des dispositions de l'article 363 bis du Code pénal, 431-27 et 431-60. Et la combinaison de ces trois articles réprime ce qu'on peut appeler ici la violation du droit à la vie privée dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire au contact du numérique. Si vous le permettez bien, M. Sek, je vais terminer sur deux questions, voire même trois. La première, c'est certes, l'approche juridique, elle peut être pertinente, mais nous constatons qu'elle n'est pas du tout suffisante. Parce qu'au-delà des dispositifs juridiques qui existent, au-delà de l'architecture institutionnelle qui existe, aujourd'hui, la violation du droit à la vie privée, l'harcèlement, le cyberharcèlement n'en est de plus belle. Donc, l'approche juridique, elle n'est pas uniquement pertinente. Il va falloir combiner l'approche juridique avec une démarche, une approche sociétale. D'abord, l'éducation numérique, dans le but de sensibiliser les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, de mieux comprendre le plus tôt possible leurs droits et leurs devoirs numériques. Sensibiliser sur le fait que l'Internet et les réseaux sociaux, de par son caractère viral, immédiat et international, impliquent d'être responsables, mais surtout d'informer les citoyens sur les moyens techniques et les voies de recours qui existent. L'éducation numérique, puis la sensibilisation, qui nécessite d'une réponse sociétale, le regroupement de plusieurs acteurs, les citoyens, le système éducatif, la société civile, les médias et les universitaires. Concentrer les moyens sur l'effectivité de la loi, inviter les autorités à élaborer un ensemble d'outils pédagogiques visant à développer et à promouvoir auprès des jeunes un usage responsable du numérique, sensibiliser sur le devoir et le respect du droit à la vie privée, mettre en garde toute tentative de collecte et mauvais usage des données à caractère personnel. Et je vais terminer sur, généralement, un résumé très pertinent pour faire la transition à M. Sow, pour dire que le numérique, c'est avec le numérique qu'on constate que la personne tient la bassesse et la sagesse entre ses mains. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame, pour cette belle chute de numérique. Avec le numérique, la personne tient la bassesse et la sagesse entre ses mains. Mais l'entame a été à la hauteur de la chute aussi, hein, puisque vous avez bien démarré par, je dirais, une amorce quelque part philosophique, parlant de vie privée à l'ère du numérique, le concept même de la vie privée, la conception de la vie privée. Vous l'avez bien défini, clarifié. La vie privée et les données à caractère numérique, le numérique comme objet et moyen de criminalité, malheureusement. Non sans rappeler les infractions liées aux formes de criminalité traditionnelles qui ont pu évoluer avec l'éthique ou qui ont été, l'éthique qui ont facilité un peu cette évolution-là. C'est quelque part pour dire que la criminalité s'est amplifiée avec l'éthique qui sont venus un peu enrichir les supports d'expansion. Le numérique comme moyen donc de violation de la vie privée
À cette suite, vous avez un peu dressé le dispositif légal qui, du reste, est renforcé. D'ailleurs, il y va de la survie de l'humanité. Heureusement que les décideurs ont pris en main la problématique en renforçant et en corsant un peu le dispositif légal. Et il s'en est découlé justement la mise en place d'un cadre institutionnel qui permette au moins de matérialiser justement ce dispositif juridique renforcé. Au niveau national également, vous n'avez pas manqué de rappeler un peu le cadre institutionnel et en vous focalisant sur la CDP et ses partenaires institutionnels, en rappelant sur les procédures à suivre en cas de cyberharcèlement, les sanctions également qui sont prévues. Vous avez terminé par faire des suggestions dont l'essentiel que je retiens est de combiner une approche juridique avec une démarche sociétale pour mieux tacler justement cette cyber-insécurité à travers l'éducation au numérique et la sensibilisation. C'est pour dire que le sujet a été traité en long et en large avec célérité et beaucoup d'efficacité puisque vous avez tenu dans le temps qui est prévu. Et sans trop tarder, donc, on va laisser la parole à M. Adama Sow, puisqu'en fait, il y a une suite logique à cette rencontre, puisque les énoncés juridiques, etc., n'ont de sens que si dans la pratique, il s'ensuit un respect de ces institutions, de ces énoncés. Raison pour laquelle, donc, dans la session qui va suivre, on va parler des réseaux sociaux, impact positif et négatif, point d'interrogation. Donc, c'est pour dire quelque part qu'on va écouter M. Sow, grand Adama Sow, sur ces problématiques qui sûrement viendra nous présenter les avantages, mais également les inconvénients. Mais avant de lui donner la parole, on va vous faire une brève présentation de M. Adama Sow, ce qui n'est pas chose aisée pour moi. Et je vous dirai pourquoi. Mais avant cela, je voudrais dire que M. Adama Sow est journaliste de formation, formateur en communication et en éducation au numérique, diplômé de l'unité du Connecticut des États-Unis, engagé dans la protection des enfants depuis plus de 20 ans, expert en éducation numérique, responsable de la protection des enfants en ligne à la CDP, Commission défense des données personnelles, Commission pour la protection des données personnelles, membre d'un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et du réseau africain des autorités de protection des données personnelles, responsable de la relation avec les GAFAMT au sein de la CDP. GAFAMT, c'est, je présume, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et il me semble qu'on y a ajouté un T, TikTok. Oui, exactement. C'est bien de revenir là-dessus, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, le combat fait rage, puisque la problématique des réseaux sociaux comporte des enjeux financiers, mais également géostratégiques. Et quand aujourd'hui la Maison-Blanche interdit à ses employés, en tout cas pour les appareils professionnels d'utiliser TikTok, avant c'était la guerre contre Huawei. Et on comprend que ça comporte des enjeux essentiellement géostratégiques. On pourra y revenir. Monsieur Adama, et ça, je me suis permis de l'ajouter à sa présentation, est un homme du sérail qui a navigué dans le secteur depuis plus de 30 ans et qui y a bâti une solide réputation et une légitimité, mais également une crédibilité. Très généreux, c'est ce que je peux retenir de lui, et a un esprit très ouvert. Très bon laïd, puisque je le suis également dans les réseaux sociaux. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour vous féliciter et vous rendre un vibrant hommage à la communauté laïne pour l'appel qui a été célébré il y a quelques jours. Je voudrais juste dire à titre personnel que, grand Adama, nos destins se sont croisés quand j'étais très jeune à l'école primaire au Cerf-Volant, où lui aussi, je me rappelle, jeune reporter, animé le mercredi l'émission avec Abdoulaye Lam, n'est-ce pas, Jataay Xale Yi, puisque c'est moi-même qui était retenu par le directeur M. Biaye pour parler au nom de l'école Cerf-Volant
à l'émission Jataay Khale avec Mam Yakhilalo et autres. Et c'est de là que Adama m'a toujours fasciné et je l'ai toujours suivi. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis lors, je le suis dans toutes les pérégrinations professionnelles. Quand il était avec Youssou N'Dour en tant que chargé de com, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et quelques intermèdes également, puisqu'on s'est croisés au Forum civil où il nous a beaucoup aidé dans la vulgarisation de notre rapport gouvernance et corruption dans le secteur de la santé. Voilà, à titre personnel. Je voudrais donc sans trop tarder laisser la parole à M. Sow pour sa présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Momodou. C'est un peu très touchant, vraiment, ce que vous avez dit sur moi. Bon, c'est vrai que nous avons cheminé depuis près de 20 ans ensemble dans différentes situations. Et je peux dire les mêmes choses que vous avez dites à mon endroit. En tout cas, merci beaucoup pour cette marque d'attention. Et je remercie en même temps l'organisation Africa Partners de nous avoir associés à cette activité qui est très, très importante, effectivement. Je ne connais pas trop encore l'organisation. J'étais en train de voir sur Internet pour mieux comprendre. Et tout à l'heure, l'intervention d'Ibrahima Diaye m'a aussi facilité, m'a donné un insight assez intéressant sur les attentes aussi de l'organisation et formateur tout au début. Donc, moi, je vais essayer de camper un sujet relativement compliqué et complexe maintenant. Bon, heureusement que Madaou, vraiment, s'il a fait une brillante présentation sur nous, notre travail, parce que moi, je travaille en tant que membre de la CDP, sur la régulation des données personnelles. Par ricochet, on nous appelle les régulateurs d'Internet maintenant, en attendant que les États organisent ça. Donc, il a très, très bien campé les sujets et les défis qui nous interpellent, nous tous. Donc, moi, je vais me focaliser sur les usages et sur les défis aussi contextuels qui nous intéressent, nous, en tant qu'Africains, Ouest-Africains, sur les réseaux sociaux. Bon, si on peut se permettre d'avancer un peu, voilà. Donc, pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est nous-mêmes vous-même en tant que membres actifs d'organisation et même en tant qu'individu, en tant que parent, c'est important pour mieux comprendre aujourd'hui les grands défis et les menaces. Il faut auditer nos usages numériques d'abord. C'est un exercice que je fais tout le temps avec les parents, avec les éducateurs, avec les responsables, un peu partout, pour mieux scinder la démarche. Il faut un audit de nos usages nous-mêmes, être calibré, ensuite pouvoir être porteur justement d'un agenda assez fort et assez crédible sur les usages numériques dans notre environnement. C'est pourquoi j'ai mis ça. Typologie des menaces, c'est un parcours sur certaines menaces et les réponses aujourd'hui, quelles sont les réponses et les solutions face à ces défis. On parle aujourd'hui de cyberharcèlement. Je suis très content que ce sujet ait été retenu par vous, parce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est devenu un sujet presque top priorité pour nous. Voilà. Je vais passer très vite sur cette partie, parce que là, c'est plus destiné à ce que je dis tout à l'heure en tant qu'auditer un peu nous-mêmes, personnellement, individuellement, nos rapports avec les réseaux sociaux. De la création de nos comptes qui sont liés à des risques associés. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Par exemple, le défi auquel nous sommes confrontés, moi, en tant qu'expert en éducation numérique, même au niveau international et tout ça, on est confronté à une équation de la création des comptes et l'usage des comptes par les enfants des comptes des parents. Chacun de nous connaît quelqu'un dans une famille où il y a les enfants, là, ce qu'on appelle les K1, de 2 ans à 11 ans, 10 ans, qui n'ont pas accès à des comptes. Ils ne peuvent pas créer de comptes sur les réseaux sociaux, légalement. Donc, en fait, ils utilisent les terminaux des parents et les parents mettent à leur disposition des terminaux qui ont des comptes d'eux-mêmes.
Donc, il y a des risques associés au compte aujourd'hui. On ne fait pas attention à ça. C'est un point d'entrée. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps pour qu'on structure les détails par rapport à ça. Et deuxième chose à laquelle aussi on est souvent confronté quand on parle de menaces ou sur les usages numériques, c'est la fameuse question de la majorité numérique. C'est un débat mondial aujourd'hui. L'Europe essaie de tacler ça. Partout, on essaie de tacler ça. Nous, dans la nouvelle loi sur la protection des données personnelles qui est dans le circuit, on a eu à être confronté aussi face à l'audition à la Cour suprême, à mur là, parce que bon, le Sénégal veut maintenir la majorité numérique à 18 ans, ce qui nous paraît totalement utopique et décalé. Là où l'Europe, c'est les GAFAM qui ont décidé que la majorité numérique aujourd'hui, c'est à 13 ans. La France a touché en disant 15 ans. D'autres pays, 13 ans, 14 ans, etc. Ça veut dire que c'est un autre souci que je mets aussi sur la table qui va intéresser nos sociétés parce que nos enfants, surtout les jeunes filles, aujourd'hui ont des usages très, très risqués et très tôt, très exposés à travers les écrans sans justement avoir cet aspect-là. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est allé trop vite et c'est trop long. Oui, je ne vois plus la présentation. Voilà. Donc, le scrolling, c'est juste la source d'addiction aujourd'hui. Tous les jeunes sont addictés à TikTok, même les moins jeunes maintenant, du fait de ce scrolling. Le scrolling, c'est un puits sans fin. Tant que le doigt défile, le contenu continue à apparaître. C'est ça le scrolling. Et c'est devenu une grande source d'addiction aux écrans chez les jeunes, les filles comprises. Donc, l'autre chose, c'est le partage et la divulgation des données personnelles. Ça, c'est pour nous, en tout cas, régulateurs des données personnelles, c'est notre principale préoccupation. On se rend compte sur 10 plaintes qu'on reçoit à la CDP, les 9, en fait, font état de divulgation de données personnelles d'une tierce personne. Sur 10 plaintes, 90% des plaintes aujourd'hui et signalements que nous traitons avec la division spéciale de cybersécurité, la DSC de la police, concernent la divulgation et le partage de vidéos, de données à caractère personnel d'une tierce personne. Et c'est devenu très, très, très embêtant et ça montre l'ampleur du problème. Bon, l'espionnage, l'intrusion, ce n'est pas la peine de s'étaler dessus, on sait ce que c'est. Les cookies, malheureusement, nous tous, dans nos usages numériques, nous sommes confrontés à ce mur-là qui est aujourd'hui la source d'espionnage et de notre traçage numérique. Surtout les jeunes, ils installent des applications, toutes les applications maintenant pour accéder à l'intérieur, ils vous demandent d'approuver, d'accepter les cookies, mais ils ne savent pas que derrière, ils ont le choix de paramétrer les cookies. Les cookies sont devenus aujourd'hui une arme de surveillance même massive des États, de grandes organisations sur les populations. C'est très, très compliqué et d'ailleurs, c'est un sujet que certaines organisations commencent à porter comme un sujet de programme et de sensibilisation. L'intelligence artificielle, les jouets et les appareils connectés, évidemment, en tout cas pour les jeunes, c'est devenu compliqué parce que les poupées connectées, les jouets qu'on offre maintenant durant les fêtes de fin d'année aux enfants, la plupart sont connectés. Et moi, récemment, je suis parti en mission en Europe, j'ai participé à une évaluation des jouets avant décembre qui sont sortis en Europe avec des collègues de la CNIL. On s'est rendu compte qu'il y a les nouvelles poupées sont connectées et il y a même une possibilité de hacker carrément parce que les enfants parlent avec les poupées connectées. Et derrière, en fait, c'est des adultes qui se cachent derrière et qui
qui ont accès à vos enfants, à nos enfants, ils leur parlent à longueur de journée et ça devient même un problème de sécurité, carrément, surtout pour les filles. Et donc, les appareils connectés, c'est un sujet aussi qu'il faut mettre sur la table. L'autre aspect, très rapidement, sont les jeux en ligne, c'est le nouveau fléau, malheureusement. Récemment, on a attiré l'attention de la LONASE, en tout cas pour le cas du Sénégal, d'adresser cette question-là. Parce que le temps de connexion, l'addiction aux jeux, surtout les paris sportifs, sont devenus la nouvelle drogue de la jeunesse africaine. Franchement, c'est devenu le sujet de préoccupation numéro 1 en ce moment. En dehors du cyberharcèlement, c'est le sujet fort vraiment sur les usages numériques en Afrique de l'Ouest pratiquement. C'est les paris sportifs, les jeux en ligne qui ont fini d'happer carrément les jeunes. Et le drame, moi j'ai fait une petite étude avec l'Éducation nationale récemment en banlieue parce qu'on nous avait signalé que les garçons ne venaient plus à l'école. Quand nous sommes allés vérifier, effectivement, en tout cas pour le département de Pikine et de Guédiawaye qu'on a investi pendant 15 jours avec les inspecteurs, les IA et autres, on a fait un monitoring des écoles et les espaces de jeu, des cantines de jeu et des salles de jeu. On s'est rendu compte, effectivement, la plupart des garçons s'arrêtaient aux salles de jeu, passaient la journée là-bas et descendaient comme s'ils étaient à l'école. Donc, la famille n'était pas au courant que l'enfant n'était pas à l'école. Et ça crée un nouveau phénomène dans l'éducation. Maintenant, les garçons sont absents des classes dans les quartiers populaires. Il n'y a que les filles qui y sont. C'est une nouvelle réalité aussi qui est venue malheureusement de ces plateformes qui créent beaucoup de problèmes. Bon, les parents sont embêtés parce que le contrôle parental n'est pas encore obtenu. Maintenant qu'un parent puisse suivre sa fille ou son garçon en ligne à l'insu de l'enfant, par l'envoi de SMS, par les plateformes. Dès qu'un enfant, une fille, un garçon se connecte sur une plateforme, sur un réseau social ou navigue sur Internet, le parent ou le tuteur légal est avisé par SMS et on lui dit votre enfant est en train de naviguer sur tel site, sur telle plateforme. Et ça, c'est une disposition qui est en cours d'être, elle a été acceptée par toutes les plateformes, TikTok compris d'ailleurs, ça nous a surpris, mais qui est en train d'être déployé. Et ce contrôle parental va peut-être changer et sécuriser davantage les jeunes, notamment les filles. J'insiste beaucoup sur les filles parce qu'elles sont les plus grandes victimes. Nous, en termes de chiffres, l'année dernière, on a eu presque une soixantaine de plaintes, dont une ou deux qui ont concerné pratiquement 500 filles. 500 filles, il n'y avait pas de garçons victimes. Donc, la sécurité des filles en ligne, c'est devenu vraiment un vrai problème. Parce que le signalement reste aussi une faiblesse chez nous, culturellement. On ne signale pas assez, et l'autre l'a dit tout à l'heure, M. Silla. Le signalement est très, très important, ce que j'appelle la troisième clé de survie dans les réseaux sociaux. Si on peut avancer rapidement. Bon, l'analphabétisme numérique des parents et des éducateurs, c'est ce qu'on appelle l'électronisme, est devenu effectivement une grande préoccupation. Les enfants sont plus compétents numériquement que les parents et les éducateurs à l'école. Donc, ça pose un vrai problème. L'analphabétisme numérique des parents doit être aussi, et des éducateurs, surtout en milieu scolaire, doit être une question qui peut être adressée par des organisations comme la vôtre, et ce serait très, très bénéfique, en tout cas, d'initier même des programmes sur la parenté digitale, carrément une capacitation des parents et des familles pour d'abord sécuriser les pratiques numériques des filles, des garçons, en tout cas des plus jeunes. Bon, l'horloge numérique, je ne m'attends pas. On va passer rapidement parce que c'est très compliqué. Si on peut avancer sur le next slide. Bon, l'écran est devenu le babysitter des enfants. Ça, on le sait, on le constate dans nos familles. Ça, c'est
c'est l'autre préoccupation, effectivement, dont j'ai parlé tantôt. Les enfants ont accès aux écrans à partir de 2 ans, c'est trop tôt. Et souvent, ils sont tracés et à l'insu des parents. Et ils ont accès à des contenus extrêmement illicites et extrêmement nocifs pour leur développement. Ça aussi, je pense que c'est une question qui doit être peut-être envisagée pour développer même des actions d'éducation envers les familles. Le défi des identités numériques, ça, c'est une question qui n'est pas souvent connue, mais bon, là, je parlais de la cible jeune, mais c'est pas pour tout le monde, pour toutes les cibles. Il y a trop d'identités. On a laissé trop de données personnelles sur différentes choses. Les GAFAM, ils ont nos identités qui sont différentes de l'identité qu'on a sur notre smartphone, sur notre carte SIM avec les opérateurs télécoms, à l'école, le ministère de l'Intérieur, carte d'identité, passeport, les plateformes de jeux en ligne qui sont en train de pomper toutes les données des jeunes africains. Et ça, c'est vraiment avec des ONG même, d'ailleurs, qui ne sont pas souvent en conformité parce qu'ils ont des bases de données qui ne sont pas déclarées au niveau de la CDP, en tout cas au niveau des autorités de protection. Donc, la plupart des ONG sont hors la loi de ce point de vue-là. Et là, je voudrais faire un plaidoyer pour que peut-être votre organisation puisse aussi porter un petit plaidoyer pour amener les organisations aussi, la société civile, à se conformer à la loi sur la protection des données personnelles. Les cookies, j'en ai parlé. La divulgation aussi des données, j'en ai parlé. Si on peut avancer rapidement. Voilà, une partie importante, M. Sylla a abordé quelques aspects de ça, c'est qu'on ne connaît pas les droits numériques. C'est un nouveau concept maintenant. Nous parlons de 2 choses maintenant comme nouveauté, 2 nouveaux concepts, les droits numériques et les violences numériques. Les droits numériques, c'est justement ce que la loi a prévu pour qu'on puisse traiter les données personnelles de quelqu'un. Le préalable, c'est qu'il faut qu'il y ait du consentement. On a le droit de demander la suppression de ces données, de la rectification de ces données, et on doit être surtout préalablement informé que ces données vont être utilisées pour telle ou telle finalité. Ça, c'est très, très important. Donc, ça, un droit d'accès, un droit d'opposition, un droit de rectification, à la limite, un droit de suppression. Bon, on est en train de se battre contre les GAFAM pour faire appliquer le droit à l'oubli, notamment pour les jeunes qui ont connu des trajectoires sociales, socio-familiales assez compliquées lorsqu'ils étaient mineurs et à qui on doit quand même faire ce qu'on appelle la table rase numérique, effacer un certain nombre de choses sur leur parcours quand ils étaient plus jeunes, pour ne pas porter préjudice quand ils doivent accéder à la vie adulte, à la vie professionnelle, pour ne pas qu'ils soient des handicapés professionnellement ou d'insertion professionnelle. Voilà, ça c'est très, très important, parce que le principal problème, c'est qu'on méconnaît les politiques de confidentialité des plateformes. Les plateformes, ils nous trompent tous, c'est comme souvent les banques, excusez-moi, quand une banque donne dans le contrat d'emprunt de prêt, de votre prêt bancaire, on ne lit pas souvent ce contrat-là. C'est trop long, envie de signer, de prendre son prêt et de partir. C'est exactement le même syndrome que les politiques de confidentialité des plateformes. Nous, on attaque tout le temps les GAFAM. Moi, je suis leur point focal ici. Il n'y aurait pas eu de problème. Donc, voilà, je vais aller très rapidement vers la conclusion. C'est trop long comme présentation. Il y a des recommandations comment sécuriser les usages numériques, c'est dans le document, s'il peut être mis à la disposition des participants, serait bien. Mais ce qui est le plus important pour nous, en tout cas aujourd'hui, c'est que les gens apprennent à faire le signalement et à promouvoir
et là aussi je fais un plaidoyer pour votre organisation, de porter le troisième concept qui est important pour nous, c'est l'autoprotection. Il faut qu'on apprenne surtout aux jeunes africains à s'autoprotéger d'abord, avant même l'intervention des autorités ou des organisations qui sont chargées de les protéger. Avant la CDP, avant la police, avant la gendarmerie, avant le tribunal, il faut qu'on capacite les jeunes Africains, filles, garçons, à faire de l'autoprotection. Et ça, il y a toute une politique qui peut être déployée. On a des outils pour ça, mais il faut que quelqu'un le porte. Il faut un portage, par exemple, d'un programme sur l'autoprotection, comment capaciter les jeunes à être autonomes sur le plan numérique. On ne peut pas leur interdire d'utiliser les réseaux sociaux, mais il faut qu'on les capacite pour apprendre à s'autoprotéger en ligne. Voilà. Donc, je voulais terminer par juste un aspect conceptuel qui n'est pas dans la présentation. Je pense qu'aujourd'hui, bon, ça, c'est des recommandations utiles, c'est des liens utiles. Si quelqu'un a un souci en ligne avec un réseau social, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou YouTube, etc., ça, c'est des liens directs que nous avons avec les GAFAM, que nous utilisons nous-mêmes professionnellement, et je mets ça à votre disposition pour pouvoir, si vous avez quelqu'un qui a un problème d'usurpation d'identité ou on a violé sa vie privée en ligne sur ces plateformes-là, voilà les liens qu'il peut utiliser tout de suite pour faire le signalement et pour obtenir une résolution de son problème. Je termine rapidement sur un défi que je voudrais partager avec vous. Je pense qu'il a été abordé brièvement par Ibrahima tout à l'heure. Et nous, en termes d'aujourd'hui d'usage numérique en Afrique de l'Ouest, c'est justement le phénomène de la désinformation qui doit être taclé et adressé correctement, vigoureusement. Sinon, on aura des soucis. Les usines de trolls, l'exemple de Wagner à Saint-Pétersbourg, si vous allez sur Google, vous tapez les usines de trolls de Saint-Pétersbourg, vous verrez comment aujourd'hui des milliers de jeunes sont utilisés et qui formatent des opinions africaines. Les opinions africaines sont formatées à partir de Saint-Pétersbourg. Ils le sont à partir d'Israël, ils le sont à partir d'autres coins du monde où des gens aujourd'hui sont en train de déstabiliser nos pays, notre vivre en commun, nos démocraties, la survie même de nos pays en tant que démocratie, à travers justement des usages numériques qui passent sous le radar. Et ça désinforme, ça reformate, et c'est difficile. Donc, on a vu le phénomène prendre pied au Mali, au Burkina, c'est en cours en Guinée. Le Sénégal, il paraît que c'est les prochaines cibles du fait de l'année difficile, peut-être, espérons pas difficile, mais en tout cas sensible, délicate qu'on va traverser entre 2023 et 2024. La désinformation, pour moi, est devenue la plus grande menace sur nos pays. Et l'enquête des confrères, des 100 confrères journalistes, publiée il y a 3 semaines, s'appelle Story Killers. Je pense que vous avez lu à travers la presse l'ampleur de ce phénomène. Si moi, j'ai une juste recommandation à l'organisation que vous êtes, vous avez la chance de travailler sur les questions de sécurité. Et sécurité, aujourd'hui, la sécurité en ligne doit être une priorité. Et la sécurité en ligne pour nos pays, pour les femmes, les filles, etc. On a vu même que les mouvements terroristes utilisent d'une façon très efficace les plateformes numériques. Et c'est comme ça que d'ailleurs les regroupements ou en tout cas les activités sont préparées. Et souvent, ça tombe sur les couches les plus vulnérables et c'est souvent les femmes et les filles qui sont victimes de ces agissements. Donc, la désinformation et l'utilisation par l'extrémisme, quel qu'il soit, de certaines plateformes, il y a des plateformes dédiées pour ça que nous connaissons, que les autorités connaissent, que tout le monde connaît à peu près, comme Telegram, comme Signal, qui sont devenus un peu des refuges
de ces agissements-là, aujourd'hui, doivent être mis au centre de nos préoccupations. Excusez-moi d'avoir fait une présentation un peu chevaleresque, parce que le sujet était assez vaste. Je ne sais pas sur quel aspect pourrait vous intéresser. Donc, je suis à votre disposition éventuellement pour partager d'autres ressources sur l'ensemble de ce qu'on a présenté. Et je serai heureux de partager notre expérience et sur toutes ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand Adama, pour cette présentation. On est tellement captivés qu'on ne veut pas que ça termine. Et pourtant, le temps file. C'est pour dire à quel point est-ce que c'est une problématique de l'heure, mais qui présente énormément d'intérêt. Au-delà conceptuel, hein, intérêt pratique. Facilement, on se retrouve dans ce qui est en train d'être dit. Et quelque part, on en sort un peu anxieux, puisque, voilà, finalement, on se dit, mais où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds? Et c'est ça, d'ailleurs, l'intérêt de cette rencontre. C'est de discuter autour des usages du numérique. Les défis, mais également les opportunités. Les défis sont énormes, hein? Les défis sont énormes, puisque effectivement, c'est l'information qui atteint aujourd'hui un don d'ubiquité et qui permet au moins d'y accéder sans trop de difficultés. Même ça peut rapprocher les peuples et les populations, tout comme en même temps ça peut déstructurer le tissu social. Je me dis, mais quand j'étais étudiant à l'étranger et que je devais à chaque fois me rendre à la cabine téléphonique, alors qu'il faisait très froid, un froid de canard, devoir utiliser ma carte à code pour gratter et entrer et tout. La Grande Royale, Samba Diallo, qui devait aller à l'école, ce qu'ils apprendront vaudrait-il ce qu'ils perdront? C'est un peu, on est presque dans ce dilemme-là. Pour faire rapide, vous avez appelé à auditer nos usages numériques. Vous avez dressé une typologie des menaces et proposé quelques solutions. Et terminé par justement le phénomène de la désinformation qui est réel, hein, et qui est d'actualité quand on parle des story killers, mais le scandale du Cambridge Analytica est là aussi. Comment est-ce que à travers des algorithmes, des cabinets noirs basés à Cambridge ont pu influencer le vote de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, mais également qui ont influencé le Brexit. Et l'histoire nous aura démontré qu'effectivement, il y avait des cabinets noirs qui influençaient à travers des algorithmes le choix des électeurs. Et Story Killers ne vient être qu'un prologue à ce phénomène qui s'est déjà produit depuis 2018. Et nos États ne sont pas à l'abri. Donc, voilà un peu le défi et les menaces. Maintenant, la recommandation forte que nous retenons, c'est que nos organisations, Partners West Africa, les autres s'investissent dans la sécurité en ligne et d'être une priorité. On va sans trop tarder laisser la parole. Merci vraiment pour la qualité de la présentation. On n'est pas déçu, hein? On n'est jamais déçu des interventions. Sans trop tarder, donc, on va laisser la parole à Fanta Diallo sur le thème les réseaux sociaux, émergence, source, profil des acteurs, victimes de cyberharcèlement, point d'interrogation. Fanta Diallo est titulaire d'un DEA en sociologie, qui est très engagé dans le développement local de sa ville et est impliquée dans le conseil municipal de sa commune, Fan.Amitié, où elle a été adjointe au maire de 2009 à 2014. Sur le plan professionnel, elle est ancienne directrice des sports de la ville, de la jeunesse, de la vie associative de la ville de Dakar. Défenseur des causes relatives au développement de son pays. Elle a aussi été présidente de l'association GIDER, qui est un think tank africain entièrement dédié aux jeunes entrepreneurs africains, œuvrant pour le développement économique et social. Je rappelle que Fanta aussi, on a virtuellement collaboré sans se voir, et jusque-là, d'ailleurs, on ne s'est pas encore vu. Et pourtant, j'ai été le chef de projet d'un projet dans lequel elle a été associée. C'était le monitoring des réseaux sociaux pour le compte de Gora Institute, du temps où j'étais le directeur des programmes de l'Institut.
Mais pendant que la formation se déroulait, je n'étais pas au Sénégal, mais j'ai par la suite suivi le processus et la qualité de sa production. Sans trop tarder, Fanta, je vous donne la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, M. Seck, d'être avec vous ce matin, en espérant que notre prochaine rencontre sera autre que virtuelle et surtout enchantée de partager ce moment d'échange avec vous. Un plaisir pour moi de retrouver M. Adama Sow, qui est un mentor avec lequel on a longuement travaillé, surtout sur les questions relatives aux abus sexuels sur les mineurs. C'est un mentor dans ce secteur et il a su nous montrer la voie. Et aujourd'hui, ce sont des problématiques qu'on essaie d'adresser via le numérique. Il est extrêmement difficile pour moi de prendre la parole après M. Silla, qui a fait un état assez exhaustif de l'environnement juridique, et M. Ahmed Adama Sow, qui a parlé des usages numériques, du contrôle parental. Et cela m'amène à aborder le sujet sur un autre aspect qui n'a pas été abordé par mes deux précédentes interventions, à savoir quels sont les Sénégalais qui se connectent, combien sont-ils, sur quelle plateforme se connectent-ils, pour pouvoir après adresser la question de l'harcèlement. Notre population, elle est estimée aujourd'hui à 17 millions, à plus de 17 millions d'habitants, avec un taux d'urbanisation de 49,1%. Mais on note quand même qu'il y a 20 240 000 utilisateurs de mobile. C'est un chiffre qui peut paraître gros par rapport à la population, mais qui peut être relativisé du fait que même nous, aujourd'hui présents sur ce panel, on a tous 2 à 3 numéros avec lesquels nous nous connectons sur les différentes plateformes. On a plus de 8 millions d'utilisateurs d'Internet et 3 850 000 Sénégalais qui sont connectés sur les plateformes sociales, qui sont actifs sur les médias sociaux. En voyant ces chiffres, il faut garder à l'esprit qu'on a une population médiane qui a un âge médian de 18 ans. Donc aujourd'hui, tous ces chiffres que je viens de partager, nous devons les adresser en majorité à une population qui est âgée de 18 ans. Aujourd'hui, quand je dis 3 millions, plus de 3 millions de Sénégalais, presque 4, parce que 3 850 000 qui sont sur les réseaux sociaux, sur quel réseau se connectent-ils? Nous avons plus de 3 millions sur Facebook, 1,10 million sur Instagram, 800 000 sur LinkedIn et près de 200 000 sur Twitter. Avec quel type d'outils se connectent-ils? Vous avez plus de 98% de la population qui utilise le téléphone de toutes sortes, 1,8% qui utilise l'ordinateur portable et 6,5% qui utilisent les deux, l'ordinateur et le portable. Donc, aujourd'hui, à travers ces chiffres, on voit que le moyen le plus usité pour se connecter sur les réseaux sociaux reste le mobile. La plateforme la plus utilisée et usitée par les Sénégalais est Facebook. Ces chiffres sont les chiffres de la plateforme Data Reporter qui permet un peu d'avoir une vue globale de l'utilisation des plateformes numériques sur toute l'étendue du monde. Mais aujourd'hui, je me suis appesantie sur les chiffres qui nous parlent du Sénégal. Et les Sénégalais se connectent de manière majoritaire sur Facebook et sont très actifs sur ce média-là. Nous échangeons sur le type de harcèlement et de cyberharcèlement en particulier. Et il faut noter qu'au Sénégal, on note 3 types de cyberharcèlement, de harcèlement qui sont répertoriés. On peut les classifier en 3 types. La première, c'est la cybercriminalité individuelle, la cybercriminalité contre la propriété, la cybercriminalité gouvernementale. Celle qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est la cybercriminalité individuelle, qui peut être catégorisée par les actes suivants. C'est la pédopornographie, l'escroquerie, les intimidations, les menaces aux moqueries, le piratage de comptes,
la publication de vidéos ou de photos dégradantes, les menaces en ligne, la propagation de rumeurs, l'usurpation d'identité digitale, la création de pages, de groupes, de sujets, de discussions sur un réseau à l'encontre d'une personne. Et ça, on le voit tout le temps. Et sur ces trois types-là, la cybercriminalité individuelle est celle qui affecte le plus les populations sénégalaises en particulier, suite à un échange que j'ai eu il n'y a pas si longtemps avec le commissaire Ali Kandé, qui est le commissaire de police chef de la division spéciale des affaires de la cybercriminalité de la police nationale. Et il se trouve que c'est cette sorte de cybercriminalité individuelle qui est le plus notée dans les plaintes qui sont adressées à l'attention de ce commissariat de police. Et aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais en sont victimes. Et il est très difficile de faire une typographie des victimes parce que, comme vous le savez, c'est extrêmement difficile d'avoir accès aux chiffres dans le pays ou d'être en mesure de pouvoir catégoriser les victimes, âge, sexe, lieu de résidence. C'est des données qu'il est extrêmement difficile d'avoir. Mais il faut noter que, comme l'a si bien dit M. Sow, les femmes et les jeunes filles restent les principales victimes. Et si on se réfère aujourd'hui à l'âge médian de la population, comme j'ai dit, qui est de plus de 18 ans, et qu'on voit le pourcentage de femmes dans la population, si on fait la corrélation, on peut aisément comprendre que ces dernières soient le plus victimes de ces différentes menaces. Ces menaces, elles ont énormément de conséquences. Hein. Le cyberharcèlement, comme vous l'avez dit, on est sur les réseaux sociaux, on est caractérisé cyberactiviste. Et il y a un aspect qui avait été abordé par M. Adamasso tout à l'heure en parlant de la dénonciation et de l'aide au signalement, et c'est souvent dans ce cadre que nous sommes sollicités par les jeunes ou les jeunes filles qui sont victimes de cyberharcèlement sur les réseaux. Elles viennent vers nous pour nous demander comment on peut les aider, parce que je suis membre du réseau des blogueurs du Sénégal, et à travers ce réseau-là, on les accompagne pour déjà signaler les comptes si possible, ou aller plus loin, porter plainte si nécessaire, si telle est la volonté de la victime. Celles qui sont, ces cyberharcèlements-là a énormément de conséquences sur la vie publique. Très souvent, on voit dans des reportages à l'international qu'il y a énormément de jeunes qui se donnent la mort suite à des harcèlements dans les classes, dans les écoles, dans le milieu professionnel. Les gens subissent énormément de cyberharcèlement et cela peut amener à avoir énormément de conséquences. Et très souvent, parmi ces conséquences, on peut noter la perte de confiance en soi, le rejet du numérique, l'isolement, la dépression, le stress, le changement brusque de comportement, la frustration. Et c'est extrêmement difficile pour les victimes, surtout dans notre pays, d'aller vers le processus de la dénonciation parce que la prise en charge, elle n'est pas encore réellement effective. Tout à l'heure, M. Sylla nous a parlé de l'arsenal juridique, des avancées qu'il y a dans ce secteur. Malheureusement, comme beaucoup de victimes, le premier contact ou le premier échange peut réellement impacter sur la suite de la procédure. Et avec des données tout aussi sensibles et importantes que les gens qui sont dans des secteurs comme la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale puissent avoir une formation adéquate pour pouvoir être en mesure d'accueillir les victimes, de les orienter et de les guider de la meilleure manière. Parce que le premier acte qui devrait être posé par ces derniers est un acte de soutien psychologique. Et malheureusement, c'est ce qui manque réellement. Même si le commissaire Ali Kandé nous avait informé à l'époque qu'il y avait un processus qui avait été fait et un renforcement de capacité à l'attention de ces différents membres de sa brigade, de son commissariat, pour que ces derniers puissent être à même de recevoir les victimes avec plus de tact, mais aussi d'être beaucoup plus à l'écoute. Vous imaginez quelqu'un qui est victime de sextorsion, qui arrive à la police pour signaler ce cas et que la première remarque de l'officier en charge de son cas soit mais comment vous avez été aussi stupide pour envoyer ces types d'images. Déjà que la personne, elle doit faire un effort sur elle-même pour se rendre à la police, doit faire un effort supplémentaire pour porter plainte.
Si aujourd'hui, quand il arrive au niveau de là où il doit être secouru, l'accueil ou en tout cas la prise en charge est très difficile, ça ne facilite pas les choses et ça ne permet pas aux victimes de dénoncer. C'est les mêmes cas pour les victimes de viol. Il faut un modèle de prise en charge spécifique parce que c'est des gens qui sont dans un état psychologique difficile durant cette période-là, surtout les victimes de sextorsion. Et il y a une prise en charge spécifique qu'il faut mettre en place et il est important qu'on puisse aider et accompagner dans la prise en charge de ce type de problèmes. Aujourd'hui, nous, en tant que cyberactivistes, ce qu'on note, et comme l'a dit tantôt M. Sow, c'est que les jeunes filles sont de plus en plus les victimes et qu'il y a énormément de pédopornographie qui circule sur les réseaux à travers souvent des actes de vengeance. Hein. Je vais citer que les affaires connues parce que c'est des affaires qui ont été diffusées au grand public. Il n'y a pas si longtemps, les lycéens de Mbourg, les jeunes de l'école Sacré-Cœur, ces vidéos-là sont partagées de manière massive sur les réseaux sans pour autant que les gens ne connaissent réellement l'impact que peut avoir ce type de partage, mais encore les risques qu'ils encourent en tant que diffuseurs de ce type de vidéos. Et donc, il est important, comme l'ont dit mes prédécesseurs, qu'il y ait une éducation à l'utilisation des réseaux, mais aussi que les parents puissent être beaucoup plus à même de contrôler l'usage des réseaux des devices par les enfants. Comme je l'ai dit, on reste quand même sur un taux de pénétration assez intéressant qui progresse énormément. Mais si le device le plus utilisé reste le téléphone, il est important aussi que les opérateurs téléphoniques puissent jouer leur partition dans l'accompagnement et dans l'aide de l'usage du numérique de manière efficiente et de manière beaucoup plus responsable. Et dans ce secteur-là, je pense que les opérateurs téléphoniques de téléphonie ont un rôle très important à jouer et qui doivent accompagner l'État dans sa politique actuelle. Il est extrêmement difficile pour nous, en tant que cyberactivistes, de dire accompagner l'État, parce que souvent, toutes les mesures qui sont prises par l'État dans le sens de monitorer ou d'avoir un contrôle sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux est considéré comme une privation, comme un déni de liberté. Parce que pour nous, cyberactivistes, les médias sociaux sont le lieu par excellence de la liberté d'expression. Et chaque fois que l'État tente de réguler ce secteur-là, cela peut être pris pour une entrave à nos libertés. Cependant, nous sommes tout aussi conscients des risques qui sont encourus aujourd'hui via l'utilisation de ces différentes plateformes. M. Sow l'a si bien rappelé, aujourd'hui, on est très conscient de l'influence d'un réseau tel comme Wagner, qui est déjà au Sénégal, il ne faut pas qu'on se leurre, ces gens aujourd'hui sont très présents. Si vous allez sur une plateforme très basique comme Sénéweb, à chaque fois que vous voyez un post, le premier commentaire que vous verrez et que vous allez lire, prêtez-y attention, ce sera un commentaire anti-France. Ça ne vient pas d'Ex Nihilo. C'est vraiment des tactiques qui sont déroulées et qui aujourd'hui sont en train d'être mises en œuvre dans les plateformes que les Sénégalais utilisent le plus. Il est important que nous puissions accompagner l'État dans sa dynamique de monitorer et de parfaire l'usage des réseaux sociaux, mais qu'il renforce aussi la capacité des structures déjà mises en place comme la CDP, qui aujourd'hui n'a pas un très grand impact dans l'accompagnement des plaintes ou dans l'accompagnement des victimes. Il faudrait beaucoup plus outiller ce type de structure pour permettre d'avoir une bonne prise en charge des différentes victimes. Donc, juste ce que je voulais partager de manière ramassée, quand je vois que je suis à 11 minutes 31 et que j'en avais 10 d'imparti. Merci bien. Merci Fanta pour cette présentation qui nous rappelle un peu l'environnement numérique dans lequel nous baignons avec des données chiffrées.
sur le nombre d'utilisateurs, sur les actifs dans les réseaux sociaux, notamment à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et puis, vous avez fait une typologie un peu du cyberharcèlement. Donc, nous avons noté 3, la cybercriminalité individuelle, gouvernementale, sur nos propriétés, etc. Et vous avez embrayé sur les conséquences qui, en réalité, nous interpellent tous. Hein. C'est des conséquences liées finalement à des drames sociaux, le suicide, la perte de confiance en soi, l'isolement, le stress, etc. Et j'en suis amené à rappeler un peu les contes d'Amadou Koumba, le vieux qui, dans la place publique, avait commis un acte indélicat et qui a dû s'exiler pendant 20 ans, pensant que l'acte était oublié. Et en revenant dans le village, justement, pour se réinsérer, entend 2 jeunes garçons qui étaient en train de polémiquer. Et le dernier dit, je jure que mon père me l'a rappelé parce que c'était l'année où le vieux avait posé un acte indélicat à la place du village, alors qu'il était là pensant que c'était oublié, qu'il a dû rebrousser chemin et n'est plus revenu au village. C'est pour dire à quel point ces drames-là peuvent impacter nos sociétés, puisqu'aujourd'hui, Internet, comme on dit, les réseaux sociaux, c'est la rue tout simplement virtuelle et que plus rien n'échappe à plus personne. Tout se sait. Et malheureusement, les mauvais actes ou certaines pratiques peu délicates peuvent impacter jusque dans nos vies sociales. Vous avez terminé par proposer justement une bonne utilisation, une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux, que les parents exercent un contrôle plus effectif et efficace, ce qui est une paire de manches si on revient à l'idée de Grand Adama parlant de, je reviens sur mes notes, quand Grand Adama Sow parlait d'illettrisme un peu numérique. Voilà, donc c'est une paire de manches, mais c'est des défis à relever. Et enfin, vous avez fait une invite à l'État, en tout cas créer des relations entre cyberactivistes et État pour s'appuyer et s'épauler mutuellement. Mais également appeler l'État à renforcer et outiller les institutions qui sont là, existantes, et qui ont besoin d'être davantage renforcées. Voilà, très rapidement, l'économie des 3 communications. Il nous reste 18 minutes, malheureusement, mais le débat était tellement intéressant qu'on a préféré laisser les intervenants aller jusqu'au bout de leurs idées. Maintenant, on va laisser la parole aux participants pour, disons, 15 minutes avant de clôturer ces échanges-là, qui ne s'épuiseront jamais, puisqu'il y a toujours un intérêt à discuter autour et à chaque fois, bizarrement, on découvre de nouvelles choses en écoutant les acteurs pertinents du secteur. Donc, je vais laisser la parole à Ibrahima. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? On peut prendre une série d'intervenants. Je peux suggérer également pour les spectateurs, on a le chat qui est disponible. N'hésitez pas à partager vos idées ou vos questions. Dans le chat, nous les prendrons en charge et ne manquerons pas de les relayer aux panélistes. Donc, Ibrahima, tu as la parole. Merci beaucoup, Mamadou. Merci également et félicitations pour cette bonne coordination et modération. Félicitations également aux 3 intervenants, Mada Orsila, Fanta et Adama, et de la pertinence et de la qualité des interventions qui ont été faites. Et surtout, ce qui a été retenu, c'est l'analphabétisme numérique. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, il y a des éléments que les gens ne maîtrisent pas. Et en termes de recommandations, je vais rapidement saisir disons les suggestions d'Adama et de Madaour par rapport à l'éducation numérique à tous les niveaux, surtout au niveau des parents pour qu'ils puissent comprendre comment protéger leurs enfants. Également sur l'utilisation, c'est-à-dire l'impact négatif de certains des jeux en ligne sur l'éducation des enfants aux alentours des écoles. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas aller vers
une interdiction selon une certaine distance des centres de jeu par rapport à telle ou telle école. Ça, je pense qu'il faut vraiment que l'État y travaille pour que les gens puissent éloigner ces aires de jeu des écoles. Parce que c'est un prétexte pour pouvoir fomenter dans le mauvais sens les enfants et les élèves. Ça, c'est une recommandation. L'autre, c'est par rapport également aux données numériques. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG qui collectent des informations sur nos enfants, qui les envoient à l'extérieur. Et l'État n'a pas cette, disons, l'État a l'information, mais en réalité, qu'est-ce qu'il donne comme information? Et les informations ne sont pas uniquement sur l'enfant, c'est sur toute la famille. Et là, c'est des choses qui sont un peu c'est des questions de souveraineté. Je pense qu'il va falloir également réglementer cette disposition pour qu'au moins qu'on puisse contrôler qui fait quoi, qu'est-ce qu'on donne comme information sur notre communauté. L'autre élément, en termes de recommandations, c'est toujours l'éducation numérique, mais à une échelle régionale, hein, pour que les échanges d'informations entre nos États, selon les dispositions et les actes que la CEDEAO a posés, puissent échanger sur beaucoup de choses pour pouvoir sécuriser notre sous-région. Il y a des menaces et ces menaces sont en train de faire des résultats. Hein. Vous l'avez dit, Wagner et surtout les cookies et également les partages sur WhatsApp avec des attrapes qu'on vous donne pour vous dire avec ceci, vous allez gagner 5 000 francs de crédit et autres. Et derrière, il y a toute une, disons, toute une copie d'informations sur vous-même et sur vos relations, parce qu'on a des informations sur vous-même et sur toutes vos relations. Donc ça, je pense qu'il va falloir davantage que les gens comprennent ces menaces et pouvoir travailler à les surmonter et protéger surtout nos communautés. Parce que c'est des questions de stabilité. Hein. Et je pense que vraiment, ça a été très intéressant de soulever ces questions pendant ces webinaires, de nous permettre de mieux comprendre et de se positionner, hein, l'appel a été fait, de se positionner en tant qu'acteur de la société civile dans la promotion et la défense des droits par rapport à ces thématiques qui ont été soulevées pour aller vers vraiment une stabilité et éviter les menaces qui sont déjà en train de faire des effets quelque part. Donc, merci beaucoup. Merci à Partners. Merci également aux intervenants qui ont été vraiment très pertinents. Je vous remercie. Merci bien. Merci Ibrahima. D'autres intervenants, je vois Yacine Fall qui félicite d'abord les panélistes et voudrait avoir l'enregistrement de la session. Je pense qu'on pourra discuter avec Partners qui peut effectivement mettre à disposition vu que la session a été enregistrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres contributions, propositions, suggestions? Je retiens que Ibrahima propose une éducation au numérique, justement, et a soulevé une question très importante. C'est l'impact négatif des jeux en ligne aux alentours des écoles et même dans les marchés, puisque les marchés attirent, mais surtout aux alentours des écoles, puisque aux alentours des écoles, c'est des jeunes qui fréquentent souvent et que donc facilement ça peut impacter négativement l'étude des enfants. C'est un peu comme la directive qui était d'interdire des pharmacies aux alentours des hôpitaux. C'est de la concurrence déloyale. Mais ici aussi, quelque part, c'est un appel d'air aux jeunes à partir du moment où ces espaces de jeu-là sont aux alentours des écoles. Vous avez aussi évoqué la question des données numériques, notamment l'utilisation qui en est faite souvent par des cabinets noirs, comme j'ai pour habitude de les appeler. Et ce que je retiens également, c'est vraiment une idée force, c'est la dimension communautaire de l'éducation numérique à travers la CEDEAO, voir dans quelle mesure est-ce que justement on peut trouver des plages de convergence et de collaboration en mettant en place des structures transnationales. Est-ce qu'il y a d'autres contributions, d'autres suggestions, propositions? S'il n'y en a pas, je ne sais pas si nos panélistes ont quelques compléments d'information. Il nous reste 10 minutes. On pourrait vous redonner la parole s'il y a quelques compléments d'information. Et puis, dans 5 minutes, on va clôturer la session.
Adama, Madaoud, Fanta, je ne sais pas si vous avez des... Oui, Mamadou, moi je me permets juste de rebondir sur ce que Ibrahim a dit tout à l'heure et juste aussi refaire un plaidoyer à l'intention de Partners. Tout ce qu'on a dit là, je pense qu'il faut prendre un ou deux sujets critiques et voir si l'organisation peut faire le portage. Ce serait une excellente chose. Moi, je pars pour beaucoup les pays africains depuis quelque temps. Je reviens du Niger, de Lomé et de Ouaga sur la même thématique et partout, du Maroc, et c'est partout pareil. Mais on a un vrai problème de portage de ces défis-là par la société civile africaine. Et là, normalement, ça ne doit plus être une affaire de la CDP, de la police, de l'armée, etc. Mais ça doit être plus maintenant une affaire communautaire, de communauté. Il faut qu'on arrive à faire descendre cette thématique-là au niveau des communautés. Et là, je pense qu'une organisation comme la vôtre, qui a une envergure régionale, pourrait faire le portage de quelques idées qu'on a débattues ici et nous serons assez disponibles pour aider tant qu'on peut sur les choses sur lesquelles on travaille. Voilà, c'est juste un petit plaidoyer, une recommandation que je voulais faire pour que quand même ce webinaire puisse déboucher sur quelque chose d'utile pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci Adama pour cette suggestion. Prendre un ou deux sujets critiques et voir comment l'organisation peut en faire le portage institutionnel. Je pense que l'intérêt même de cette session est, on peut considérer ça comme une session diagnostique qui permet à l'organisation d'identifier des problématiques sur lesquelles il peut se nicher. Et bien évidemment, en adéquation avec son plan de stratégie, mais également ses piliers stratégiques. Et essentiellement, on sait que Partners West Africa est sur les questions de sécurité. Et donc, il y a des questions sous-jacentes comme la cybersécurité, mais également sur les questions femmes et sécurité. Et on sait ici l'impact que ça peut avoir sur la vie des jeunes filles notamment. Donc, forcément, ça peut être intéressant. Mais également, la proposition que tu viens de faire descendre justement la problématique au niveau des communautés, c'est finalement de donner un peu une réalité même à cette problématique-là de prévention d'éventuels conflits communautaires, mais également de renforcer la cohésion sociale, faciliter le bien-être des citoyens et des citoyennes, etc. Et tout ça reviendrait à prendre en charge cette question-là qui, en réalité, j'ai l'impression que nos communautés n'ont pas été assez préparées à cela. Il y a l'effet de surprise. C'est justement au fur et à mesure que la problématique prend de l'ampleur qu'on en est conscient. Et donc, le débat aujourd'hui qui est en train d'être posé revient justement à nous faire prendre conscience de la menace qui va crescendo. En fait, le processus est irréversible. Ça va aller crescendo. Il nous faut donc développer des stratégies de résilience et de résistance, puisque ce n'est pas la même chose. On peut résister à un phénomène, mais la résilience appelle plus, puisque c'est pour ne pas avoir été résistant qu'on est finalement résilient, pour appeler justement à revenir à une situation antérieure après un choc. Il faut nécessairement donc qu'on se prépare à tout ça. Mais je pense que cette session nous a aidés, je l'espère, à dépatouiller quelques zones d'ombre et nous aidera sûrement à identifier des stratégies, des pistes d'action pour pouvoir arriver à quelque chose qui pourrait constituer des débuts de solution face à la cybermenace. Il ne faut quand même pas oublier le revers, c'est que les réseaux sociaux, le fait numérique comportent aussi des avantages. Maintenant, c'est de voir ce que les avantages valent-ils les inconvénients. Et c'était tout le sens de notre discussion d'aujourd'hui qui discussion puisse probablement sera
se rapprocher de partenaires et de trouver des voies de collaboration, puisque la réflexion, justement, ou des actions concrètes, et c'est la mise en œuvre de projets qui permettent de le faire. On pense que dans le cadre de ce projet Sentinelle des résolutions, il devrait y avoir des opportunités d'intervention, déjà de conceptualisation et puis d'action. Donc, c'est par ces mots que je voudrais remercier tout le monde au nom de Partners, sans bien évidemment oublier de lui laisser la parole, Partners, pour le mot de clôture et pour dire qu'effectivement, on était suivi via les réseaux sociaux. Donc, les enregistrements, Madame Pal, le webinaire est je vous donne la parole, je vous laisse la parole pour la clôture. Vous remerciant encore une fois et me félicitant d'entrer également Fanta virtuellement, de l'avoir retrouvé et puis d'avoir découvert Mao pour la qualité de l'intervention. Penda, tu as la parole. Merci beaucoup, M. Seck. Avant de passer à Famata pour la clôture, j'aimerais vraiment vous remercier pour la modération et les échanges durant toute cette semaine-là pour faciliter ce webinaire. J'aimerais aussi remercier vraiment M. Sow Adama, que je connais très très bien, qui est un mentor pour moi, avec qui j'ai travaillé dans d'autres projets et qui m'a vraiment aidé. Parce que je dois le dire, Adama est un peu souffrant. Aujourd'hui même, il a annulé un rendez-vous médical pour travailler sur ce webinaire. Donc, vraiment, merci. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire un mail pour régler toutes les questions logistiques. Un grand merci également à M. Madaou Silla, que je connais également, avec qui je travaille sur d'autres projets, qui est un brillant juriste, qui a aujourd'hui ce webinaire également. Merci à Fanta, que j'ai finalement annulé. Fanta a fait de cette intervention-là, qui, je dois le dire, a été très, très, très riche. Donc, merci Fanta et félicitations. Donc, voilà, c'est tout. Tout à l'heure, je vais vous faire un mail pour régler toutes les questions logistiques par rapport à ce webinaire. Merci beaucoup, Penda. Merci à tous. Ibrahima, toujours un plaisir de te retrouver. À bientôt. Mamoudou, merci beaucoup. Namonara, comme on dit. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao, Yacine Fall. Merci, Penda. Ouais, amul photo par les caméras ou bien c'est pas la peine? Léonie Gomis, Mariam Aïda, professeur Aïdara Ouaha, Tera, Samsung, SM, qu'on ne connaît pas, Sohna Binta Silla, Tala Ndiaye, Thibaut, Tania, merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on peut ouvrir nos caméras pour prendre juste une photo de famille. Alors, allons-y. Au revoir. On y va, on y va. Voilà. Alors, ici... Il faut désactiver. Oui. Voilà. Très bien. Je ne peux pas activer, hein? Je ne peux pas moi, puisqu'il semble que l'animateur a arrêté la vidéo. Attendez. Toujours. Réglage. Ça va être compliqué, hein? Donc, c'est pas grave, hein? Pas grave, on aura tenté. C'est ça, ouais, c'est pas grave. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et au plaisir de se retrouver encore pour d'autres occasions. Mais aussi merci. Meilleure santé à Grand Adama. Merci. Merci beaucoup. Surtout. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.